Bienvenue dans Chronique d'un ventre qui ne voulait plus vivre parmi les autruches. Confession d'enfant d'addict par Charlotte Yu. Chronique à bas la politique de l'autruche. Alors que j'entame la rédaction de cette chronique, je ressens l'adrénaline envahir mon ventre, accompagnée d'une légère tachycardie tant ce sujet m'anime. Il s'agit d'un des rares thèmes que j'espère réussir à aborder d'un point de vue que je qualifierais d'universel, tant il me tient à cœur qu'il puisse résonner au sein des oreilles qui m'écoutent, ou plutôt au sein des ventres qui vibrent à la même fréquence que le mien. Tous ceux qui ont été ou demeurent aujourd'hui meurtris par les conséquences de la dictature du silence au sein de leur famille, ce tabou qu'il est grand temps selon moi de briser en libérant la parole à son sujet. Avant d'aller plus loin, je crois qu'une petite mise au point s'impose. J'admets que je suis très sceptique concernant cette appellation issue du langage populaire, le déni familial. Car cela suppose que l'entourage de la personne addicte se trouve lui aussi dans l'incapacité de se confronter à la réalité de la maladie de son proche. Si on va plus loin dans ce raisonnement, cela sous-entend que plusieurs personnes, qui sont pourtant chacune pourvues de ressources différentes sur le plan psychique, soient toutes frappées par l'action de ce mécanisme cérébral inconscient, appelé le déni, et que par là même, leur perception de la réalité soit tronquée, les faisant agir comme si la maladie de leurs proches n'existait pas. Bon, alors peut-être que dans certains contextes, ce cas de figure peut se produire, mais en tout cas, ce n'est pas du tout le sujet de cette chronique. Non, ce dont je veux parler ici, c'est de ce que je nomme la politique de l'autruche, et c'est tout à fait différent. Puisqu'alors, l'entourage a pleinement conscience que son proche a un problème, qu'il est malade. Et pour diverses raisons, chacun opte pour une attitude de passivité, d'inaction en regard à la situation. En gros, on fait comme si de rien n'était, on enfonce bien sa tête dans le sable, et tout va bien. À travers mon parcours d'enfant d'alcoolique, je crois que ce sujet est de loin celui qui m'a le plus perturbé et fait réfléchir. J'ai beau l'avoir analysé, décortiqué dans tous les sens, seul avec mes pensées ou bien en interrogeant tous les adultes de ma famille pendant plusieurs décennies, aujourd'hui je n'arrive toujours pas à comprendre comment ce phénomène peut se développer et sévir avec une indéfectible puissance au sein d'un foyer. Ce qui me plaît en évoquant cette thématique, c'est que pour une fois je me place en quelque sorte dans le même camp que ma mère, cette femme qui pendant de nombreuses années a évolué au sein d'un environnement qui s'est bien gardé de mettre des bâtons dans les roues à son alcoolisme, permettant ainsi à ce dernier de tranquillement tisser sa toile tout autour d'elle. Je parle ici du fameux huis clos familial. D'un point de vue pragmatique, il s'agit de la maison de mon enfance et de ses habitants, à savoir mon père, ma mère et moi. D'un point de vue systémique, le huis clos familial, c'est aussi notre entourage proche, mes grands-parents maternels surtout, et la famille au sens large, peut-être même quelques amis de mes parents. Bref, tout un tas de personnes qui, sans que je puisse comprendre pourquoi, ont carrément fait abstraction du problème d'alcool de ma mère pendant plus de 20 ans. En écrivant ces lignes, je sens monter la colère en moi. Mon ventre en a encore tellement gros sur la patate. J'appréhende, mais je vais tâcher de lui laisser toute la liberté de s'exprimer au sein de cette chronique. Car au vu de mon vécu, j'ai développé un parti pris très marqué sur ce sujet et je suis animée d'une certaine énergie de militantisme. Alors peut-être que mes propos peuvent résonner comme étant teintés de jugement, mais ce n'est pas mon intention première. Allez, c'est parti. Je prends quelques secondes pour respirer, me recentrer, accueillir ce qui émerge en moi. Tout d'abord, je dirais qu'à travers mon regard d'adulte, je ne comprends vraiment pas comment la politique de l'autruche a pu s'installer puis s'enraciner au sein de ma famille. Je ne l'accepte pas. Je ne le tolère pas. Qu'une ou deux personnes puissent avoir été mal à l'aise face au problème d'alcool de ma mère, ne savaient pas comment s'y prendre pour aborder le sujet, je le conçois. Par contre, qu'il n'y ait pas eu ne serait-ce qu'un adulte qui donne un gros coup de pied dans la fourmilière en 20 ans, ça me dépasse. Notamment le soir où ma mère ivre s'est effondrée dans le lave-vaisselle face à un public familial élargi quand j'avais 7 ou 8 ans. Je trouve ça inadmissible. Pourquoi personne n'a pris l'initiative de venir en reparler le lendemain, ou les jours qui ont suivi? Est-ce que c'est parce qu'ils s'en foutaient? Est-ce qu'ils avaient peur de générer un conflit familial? Ou bien n'osaient-ils pas s'immiscer au sein de l'intimité de mes parents? Un tas de questions qui restent sans réponse. Dès que j'en avais l'occasion, je n'avais de cesse d'alerter les adultes de ma famille, de crier haut et fort que ce que l'on vivait à la maison n'était pas normal, n'était pas sain. Et malgré ça,
à chaque réunion familiale, lorsque les stigmates de l'ivresse envahissaient ma mère. Je revois encore tous ces adultes auprès de qui je m'étais si souvent confié continuer à lui servir du vin. Ils continuaient à la regarder, à lui sourire avec un air léger, à accueillir ses réactions bizarres sans broncher, comme si de rien n'était. Moi, pendant ce temps-là, je me demandais vraiment si ce n'était pas moi qui avais un problème. Et si c'était moi qui déraillais, qui percevais des choses qui n'existent pas. Après tout, je n'étais qu'une enfant. Et eux, ils étaient des adultes. À l'école, dans les livres, à la télé, on véhicule sans arrêt l'idée que les adultes sont des personnes responsables, en charge de gérer les situations délicates, d'exercer un rôle de ressource auprès des enfants. Et bien pourtant, les dimanches soirs, quand je téléphonais en cachette à ma mamie, pour lui dire que j'avais besoin de son aide étant donné que mon père, lui, ne faisait rien, ou quand j'évoquais le sujet devant mon papy, qu'il me regardait avec cet air dénué de toute émotion, de toute réaction, comme si mes paroles c'étaient du vent. Mais j'aurais largement préféré qu'il s'énerve contre moi, plutôt que de demeurer impassible. Je trouvais ça dingue que mes grands-parents ne réagissent pas non plus face à mes innombrables SOS. Et surtout, je trouvais ça fou qu'ils n'aident pas ma mère. Elle était leur enfant, bon sang. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas la gronder un bon coup, la secouer pour la remettre dans le droit chemin, même si elle était devenue une adulte ? Apparemment non. Ce que je trouve terrible avec la politique de l'autruche, c'est qu'au-delà de demeurer passif vis-à-vis du problème de ma mère, les membres de ma famille n'ont pas reconnu l'existence de ma propre souffrance, ni de mon besoin de parler de notre situation. Maintenant que je suis adulte et maman, je peux envisager que certains événements nous sidèrent, nous coupent les pattes. Par contre, il en va de notre responsabilité de sortir à un moment donné de notre torpeur, d'œuvrer pour prendre soin de notre famille, même si cela implique de l'inconfort et la survenue de conflits. C'est ainsi que je pense en tout cas. Et surtout, il m'apparaît indispensable de protéger les enfants de notre famille, encore plus lorsque ces derniers expriment clairement leur mal-être. Ne pas agir, je trouve que c'est faire preuve d'une grave inconscience. À l'époque déjà, il y avait tant de moyens à disposition pour passer la main et offrir aux enfants un cadre sécurisant au sein duquel ils pouvaient être entendus et accompagnés. J'aurais vraiment aimé en bénéficier, pour m'éviter des années d'errance, de solitude, anxiogène, de déception éprouvée vis-à-vis de tous ces adultes que j'ai très vite considérés comme des modèles à ne pas suivre. Aujourd'hui, mon seul regret est de ne pas avoir eu le courage d'appeler le cabinet médical où exerçait mon père, de ne jamais avoir osé demander à parler à un de ses collègues médecins, pour lui raconter l'étrange vie qu'on menait tous les trois chez nous. Plusieurs fois, mon ventre m'a encouragé à le faire, pourtant, d'autant que je connaissais par cœur le numéro de téléphone. Mais j'avais tellement peur que ce soit une bêtise, que j'attire des problèmes à mon père, que je salisse son image, lui qui était un si bon médecin avec ses patients. Ah, mon père, parlons-en, le fervent représentant de la politique de l'autruche. Je l'aimais profondément, et en même temps je lui en voulais tellement. Car pour moi, il était le chef d'orchestre de ce système familial toxique. Il était celui qui permettait de maintenir cet état de tension, cette ambiance glauque et anxiogène au sein de notre huis clos. Il occupait une place centrale vis-à-vis de ma mère, il était son mari et son médecin. Ainsi, grâce à l'ordonnancier de ce cher docteur Autruche, ma mère a bouffé pendant des années des médicaments pour tenter de colmater et camoufler son profond déséquilibre. De quoi vivre un petit malheur supportable, sans jamais avoir à se confronter à la réalité de ses troubles. Comment mon père a-t-il pu, en tant qu'homme, accepter de vivre avec ma mère, cette femme imbibée d'autant de souffrance que de whisky ? Lui, qui était si vif d'esprit et cultivé, pourquoi s'est-il contenté de cette vie conjugale qui m'apparaissait être d'une telle pauvreté ? Comment a-t-il pu, en tant que père, oser me rire au nez lorsque je lui confiais mes nombreux tourments d'enfant d'addict ? Face aux curieuses réactions de mon père, je me disais parfois que c'était moi l'adulte et lui l'enfant, tant je percevais un immense décalage dans nos maturités respectives. Plus tard, je me suis même demandé si mon père n'avait pas un côté pervers, un mélange de sadisme, de masochisme, ça aurait expliqué bien des choses. En tout cas, une chose est sûre, mon père devait être un homme sensible à l'image qu'il renvoyait, et plus largement que notre famille renvoyait. Raison pour laquelle, lorsque ma mère tombait dans l'escalier et frisait la perte de connaissance, il n'appelait jamais les pompiers. Eh oui, ça ferait désordre. Ah là là, ce culte de l'apparence. Rentrer dans les cases,
correspondre au standing de la famille de classe moyenne qui roule en BMW et qui se dit respectable. Je trouve ça tellement superficiel. Et oui, chers membres de ma famille, j'ai le regret de vous annoncer que je ne me suis jamais reconnu en vous. Je ne partage pas cette valeur de bienséance hypocrite, je ne valide pas l'attitude qui a été la vôtre durant ces nombreuses années. Tous autant que vous êtes, vous avez enchaîné les maladresses, en prenant le parti de fermer les yeux, de bafouer les valeurs qui, selon moi, comptent vraiment. La responsabilité, la solidarité, l'authenticité. Je me souviens encore, lorsque j'ai annoncé à mes parents mon souhait de m'orienter vers un métier du médico-social, qui par nature est mal payé. Ma mère m'a lancé « Mais pourquoi tu t'évertues à faire baisser le statut social de notre famille ?» De son côté, mon père, lui, m'a prédit un avenir à vivre en HLM, à être contrainte de nourrir mes 10 gosses avec des patates dès le 15 du mois. Que de clichés et de bêtises, j'ai pensé. Mais il n'empêche que mes parents m'avaient à l'époque profondément blessé. Ah là là, chers parents, j'aurais eu tant de choses à vous dire, si seulement vous aviez été en mesure de m'écouter vraiment. Si vous aviez daigné descendre de vos hautes sphères pour oser embrasser la réalité de ce que nous vivions tous les trois. Si je m'en réfère à l'image que j'ai perçue de notre famille évoluant au sein du huis clos peu de temps avant l'hospitalisation puis le décès de papa, entre l'alcoolisme aggravé de maman, son attitude d'aidante maltraitante envers son mari devenu une personne âgée vulnérable, eh bien pour le coup, je me demande qui de nous a fait baisser notre soi-disant statut social. À vivre confiné au sein de la toxicité, du mal-être, des troubles psychiques, à promouvoir coûte que coûte le règne de la politique de l'autruche au sein de notre foyer, je pense que vous avez privé d'oxygène le potentiel dont notre famille disposait pourtant pour s'épanouir. Ainsi, progressivement, sa pulsion de vie s'est asphyxiée, ses structures se sont délitées, nous réduisant ainsi à l'image peu reluisante d'une famille de cassos. À toi, cher auditeur. J'aurais encore tant de choses à dire pour dénoncer les méfaits que la politique de l'autruche a provoqués en moi et sur ma vie. Depuis toute jeune, j'ai fait tout ce que je pouvais pour extirper du sable les satanées têtes d'autruche des membres de ma famille. J'y suis allée à grands coups de révolte, de détermination acharnée et en vain. À l'âge adulte, et d'autant plus depuis que je suis devenue une maman, je me suis symboliquement retirée de ce système familial immuable et malsain. Quel que soit le contexte au sein duquel la politique de l'autruche prend racine, je pense qu'elle révèle avant tout le côté lâche qui sommeille en tout être humain lorsqu'il se soustrait à ses responsabilités, de peur de se positionner, d'agir et de prendre le risque de bouleverser la systémie familiale. Le podcast SOS d'un ventre qui vivait parmi les autruches m'a permis d'exprimer, de faire sortir tout haut, d'inscrire mon vécu dans la matière, faire reconnaître son existence. Depuis sa diffusion autour de moi, les langues se délient, certaines consciences s'éveillent, de quoi sérieusement ébranler la dictature du silence et de l'évitement, ce tabou qui semblait jusqu'alors inébranlable. C'est un bon début, mais je ne vais pas m'arrêter là, car il y a cette puissante énergie d'effervescence en moi, porteuse d'un message criant à travers mon ventre, ma tête, mon être, à bas la politique de l'autruche. Fin de la chronique.